Chaque jour, on attend vos témoignages sur l'actualité. Jean-Michel, je vous présente le premier auditeur du jour. David, il habite les Lilas en Seine-Saint-Denis. David, qui prend très souvent le train et qui voulait évidemment témoigner sur ce qui s'est passé dans le Thalys vendredi soir. Bonjour David, merci d'avoir composé le 3921. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien, je vous entends. Donc, vous êtes un usager régulier du train et ce qui s'est produit... Ce qui s'est produit vendredi suscite quelle réflexion chez vous? Vous avez peur peut-être maintenant de prendre le train? C'est surtout, oui, on se sent en danger, enfin, surtout avec ce qui se passe depuis plusieurs mois. J'ai été un des témoins directs des attentats de janvier à l'Hypercacher. Ah d'accord. J'ai été confronté déjà à ce genre de choses, voir quelqu'un tenir une Kalachnikov dans la main et tirer avec, tout simplement. Vous étiez témoin direct de... Aujourd'hui, je me dis qu'il a... Vous étiez, excusez-moi David... De l'attentat d'Hypercacher. Vous étiez dans le magasin voiture, en fait, devant l'entrée d'Hypercacher. Non, j'étais devant l'entrée du magasin, dans ma voiture. D'accord. J'ai pas eu le temps de descendre, en fait. Il est arrivé, j'allais descendre de la voiture et je l'ai vu tirer. Ça ne m'a pas vu, j'étais caché dans la voiture. Il n'y a pas d'autre mot, je me suis caché. Ah oui, bien sûr. Ça. Vous avez donc, là, ce 9 janvier, vous étiez proche d'une action terroriste. Donc, quand vendredi la nouvelle est tombée, peut-être que ça a ravivé chez vous quelques souvenirs. Exactement. Ça arrive beaucoup de choses, surtout que voilà, le train, je le prends régulièrement. Et puis je me dis depuis janvier, aujourd'hui, rien n'a changé. Puisqu'aujourd'hui, voilà, encore, c'est possible dans un lieu public qu'on puisse se faire attaquer aussi facilement que ça. Et donc, on imagine... nous parlait de plan Vigipirate. À l'époque, on était malgré tout en plan Vigipirate ce jour-là maximum. Ça n'a pas été évité. Et puis là, encore une fois, aujourd'hui, le plan Vigipirate, c'est toujours d'actualité, mais la sécurité, elle n'est pas vraiment là. D'accord. Merci David pour votre témoignage, mais on comprend effectivement que aujourd'hui, prendre le train peut être un petit peu plus compliqué quand on a suivi l'actualité. On peut se demander si il y a un danger ou pas. Et nous allons continuer à parler de ce sujet avec Franouche. Bonjour Franouche. Bonjour Franouche. Oui, bonjour à vous tous. Vous êtes agent SNCF, vous travaillez à la gare de Lille, c'est ça? Tout à fait, absolument. Donc je suis agent SNCF et je suis un usager quotidien des lignes TER. Et donc je voulais vous dire déjà que j'étais un peu surpris par rapport à tous les critiques qu'on pouvait faire par rapport à la SNCF, qui peuvent être justifiées ou non, on verra selon par rapport à l'enquête. Mais je voudrais d'abord féliciter tous les cheminots qui ont travaillé vendredi sur l'événement de Thalys et sur aussi la rame TGV qui a pris feu, qui a engendré beaucoup de retard. Donc je pense qu'on pourrait dire aussi que les cheminots ont bien fait leur travail par rapport à tous les gens qui ont été accueillis et ensuite amenés dans des meilleures dispositions dans leur gare d'arrivée. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, les agents qui sommes en contact avec la clientèle, nous sommes formés, on a une formation de base de juridique et placement. Cette formation est surtout utile pour réagir vis-à-vis des passagers qui sont un peu violents. Donc on nous apprend à répondre à ça, mais nous ne sommes pas habilités à intervenir dans des situations comme il s'est passé dans le Thalys. Parce que là, c'est surtout les forces de l'ordre, la police ou la police SNCF qui peut intervenir. Bien sûr. Après, je pense que on parle beaucoup de sécurité. Je pense que la sécurité, c'est un métier à part entière. Donc, on entend beaucoup dire former les agents de contrôle à des formations beaucoup plus... Oui, enfin, inspecter les bagages, regarder qui monte dans le train. Voilà. Oui. Après, ça vous paraît compliqué à mettre en place? C'est parce que je pense que c'est un métier différent de contrôle, et après cumuler des compétences. Je pense qu'après trop de compétences tue la compétence. Donc après, les agents de contrôle dans les trains ont des fonctions de sécurité. Après, je pense qu'ils peuvent pas tout faire non plus dans le train. D'accord. Après, je pense aussi, vu la réaction que j'entends, après vu une situation pareille, je pense que personne ne sait comment on pourrait réagir. Vous avez raison, évidemment. Et je pense que les gens qui ont réagi, ce sont des gens qui sont des professionnels de la sécurité. Est-ce que vous vous êtes dit, Franouche, quand vous avez pris connaissance de cette information vendredi, un jour ça devait arriver? Est-ce que, puisque vous travaillez à la SNCF, vous en parlez entre vous en vous disant, on court ce risque-là?
on en parle parce que on parle des trains, mais je pense qu'on peut parler des bus, on peut parler des bateaux. Vous n'avez pas été surpris au fond vendredi soir, vous vous êtes dit ça devait bien finir par arriver. Parce que je pense qu'à un moment ou un autre ça devait arriver, parce que c'est vrai qu'on peut pas effectivement filtrer et surveiller tous les trains et tous les passagers qui prennent les trains, les bus et les bateaux. Merci. Oui, bien sûr. Il y a toujours une prise de risque et il y a des endroits qu'il est plus facile de sécuriser que d'autres. Le train, les transports en commun, évidemment. C'est très difficile de parvenir à une sécurité importante si les terroristes décident de passer à l'acte. Merci pour votre témoignage, Franou, sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1, il est 13h15. Une information a retenu notre attention depuis hier soir. Nous avons voulu la traiter ce matin. Il s'agit du malaise léger, nous dit-on dans son entourage, de Laurent Fabius hier soir à Prague. Pierre, vous êtes cardiologue, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous vouliez évoquer cette information parce que vous aussi, elle vous a intéressé. Tout à fait. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Pierre. Écoutez, je pense que ce qui me fait chaque fois sauter, c'est le manque de transparence que l'on a à l'heure actuelle sur le médical de nos dirigeants. Aux États-Unis, on fait un petit peu mieux, mais l'information reste malgré tout sous contrôle, mais on sait plein de choses. En France, il faut savoir que ce sont les dirigeants qui parlent de transparence, ce ne sont pas nous. D'accord, ce sont les dirigeants, et que ces dirigeants n'ont pas d'obligation à délivrer des bulletins de santé. En fait, si vous voulez, le secret médical va bloquer l'éventuelle transparence, parce que le médecin dit certaines choses, constate certaines choses, mais après on dit ce qu'on veut sur un bulletin. Mais vous qui êtes médecin, cardiologue précisément, vous comprenez peut-être que le secret médical, c'est important de le préserver. Ou pour dire les choses autrement, est-ce que c'est parce qu'on a une fonction politique très exposée que l'on n'a pas droit à une forme importante d'intimité ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, les dirigeants ne doivent pas nous parler de transparence médicale, ne doivent pas dire qu'il y a des bulletins de santé qui sont souvent complètement faux, ou on va dire il y a un péché d'omission à ce moment-là. On ne dit pas certaines choses. Voilà. On a quand même eu des précédents avec Mitterrand qui a banané tout le monde pendant des années, avec Jacques Chirac qui allait bien sûr à merveille après son accident vasculaire en 2005, alors qu'il faut avant tout retenir une chose, les maladies chroniques retentissent sur le psychisme. Alors je ne sais pas si M. Fabius a une maladie de Parkinson. Non, nous ne parlons pas vraiment de ça. Ça pour le coup, on essaie de raisonner, de manière générale sur transparence, droit à l'intimité. De cette rumeur pour dire que si quelqu'un, par exemple, prend des médicaments depuis plusieurs mois, quels qu'ils soient, pour traiter une maladie de Parkinson, les médicaments et la maladie retentissent sur le psychisme et donc sur les capacités cognitives des gens à prendre des décisions. Ils sont fatigués, ils sont ralentis, ils peuvent être déprimés, ils peuvent avoir des psychoses. Donc, si vous voulez, on n'est pas normal, hélas, quand on a une maladie chronique. Alors, bien sûr, si on est un dirigeant de société, etc., on s'en sort, on y arrive, etc. Mais quand on est au plus haut pouvoir, je pense en effet qu'il faut, qu'il y ait plus de transparence, que les bulletins soient obligatoires, qu'ils soient validés peut-être par un organisme médical, je ne sais pas, mais il faut en tenir compte de ces bulletins. Il n'y a pas de raison que nous voyons sur les journaux, à la radio, à la télévision, la vie privée de nos dirigeants étalée, et pas du tout en fait ce qui nous intéresse le plus, parce que la vie privée, ça peut améliorer, ça peut améliorer la qualité humaine. Mais la maladie n'améliore que rarement la qualité humaine. Et donc, voilà, il faudrait qu'il y ait nettement plus de transparence, mais c'est aux dirigeants de le vouloir. Merci pour votre témoignage, Pierre, sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1, il est 13h19, Jean-Michel Apathy. Nous avons traité tout à l'heure cette chute des bourses qui ne concerne pas que ceux qui ont des actions, parce que ça dit quelque chose de l'état de l'économie. Emmanuel Dutheil est revenu parmi nous. Rebonjour. Rebonjour, vous avez fait un papier tout à l'heure pour expliquer ce phénomène. Et nous avons en ligne Daniel. Bonjour Daniel, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous assurez la promotion de l'actionnariat, vous êtes président d'une association, je crois, sur le sujet. Oui, c'est ça. Oui. Vous possédez des actions chinoises et on se dit, ça ne doit pas être jour de fête pour vous. Oui, bon, d'abord il y a des raisons objectives, parce que à la chute des bourses.
la chute des cours est liée quand même à un ralentissement économique mondial. Donc on peut dire que les causes ne sont pas purement techniques. Cependant, il ne faut pas oublier que pendant un an, on a eu une hausse selon les indices chinois de 80 à 100% jusqu'en avril 2015. Donc la correction que nous avons actuellement ramène les niveaux des cours à leur niveau de 2010 à 2013-2014. Vous êtes stoïque, vous attendez que la tempête passe. Oui, vous vendez disons pas, qu'elle vous passera. Vendez, je pense que les Chinois prendront des mesures pour essayer d'enrayer cette baisse. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la hausse était due à des raisons techniques, purement spéculatives. Est-ce que vous vendez, donc, vous, maintenant, Daniel? on corrige. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, et qu'est-ce que vous conseillez? Vous vendez ou vous vendez pas? Moi, je suis prêt à racheter de nouveau des trackers ou ETF. Hein. Bon, je ne vais pas citer des valeurs chinoises, mais il y a d'excellents produits qui reflètent les indices. Donc, je suis prêt à remettre une petite couche sur ce type de produit. Disons, bon, on peut conseiller 5% d'un portefeuille en valeurs chinoises. Si vous n'en avez pas, c'est pas exagéré. Alors, est-ce que ça ne va pas s'arrêter, cette chute? On n'en sait rien. Comme toujours, il y a toujours des exagérations, mais les niveaux actuels me paraissent des niveaux décents pour commencer à investir sur la Chine. Bon, écoutez le commentaire d'Emmanuel Dutheil, Daniel. Il a raison, il dit « moi je rachète ». Alors ça, j'irai pas là-dessus, je ne donnerai pas de conseils d'achat ou de vente, surtout sur ce marché chinois qui est extrêmement compliqué. Mais où a raison Daniel, c'est qu'il y a de véritables raisons et c'est un marché qui avait énormément progressé. Après, où il y a en ce moment une véritable inquiétude et ce qui explique l'accélération de la baisse aujourd'hui de la bourse de Shanghai, c'est que malgré les mesures prises par les autorités chinoises, il faut voir qu'elles ont déjà énormément agi pour essayer de relancer la bourse, ça ne fonctionne pas pour le moment et c'est ça plutôt qui inquiète et qui a fait que les marchés ont accéléré leur baisse, c'est que jusque-là on se disait une fois que les Chinois vont décider d'arrêter la baisse, ça repartira. Ils contrôlent la situation. Et aujourd'hui, ils avaient décidé que par exemple leur fonds souverain pourrait investir directement. Ça n'a pas arrêté la baisse, bien au contraire aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de panique, et il y a d'autant plus une panique que pas grand monde dans le monde connaît véritablement ces marchés chinois et connaît la réalité des chiffres de la croissance chinoise. Parce que ça pose un trouble beaucoup plus large, cette panique actuelle. C'est quelle est la réalité de la croissance en Chine? Et ça, si quelqu'un est capable de vous répondre à cette question à la virgule près, il est bien malin. Je suis Daniel, tout à fait d'accord, et je dis qu'on peut tenter des achats encore... une fois pour des montants assez limités, peut-être en spéculeur, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, merci pour votre... Plus, je ne dis pas qu'il faut mettre tout son argent sur la bourse chinoise, mais qu'il faut savoir profiter des opportunités. C'est comme à Paris, on a dit 4500, ça ne baissera pas en dessous. Aujourd'hui, on est à 4500 sur le CAC. En dessous, on vient de passer théoriquement, on devrait acheter aujourd'hui. Bon. Mais est-ce qu'on est sûr que ça ne va pas continuer de baisser? Ça, on ne sait pas. On vous laisse aller acheter des actions, Daniel. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Jocelyne, vous nous avez appelé de Beuvrages. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, monsieur Apathy. Et vous êtes d'accord avec Daniel, d'après ce que j'ai compris. La bourse baisse, j'achète. Vous savez, c'était le maréchal Foch qui disait mes ailes sont enfoncées, mon centre est détruit, j'attaque. Oui, non, c'est plutôt un ancien conseiller en patrimoine qui me disait toujours quand tu vends, tu perds, quand tu gardes, tu as une chance de gagner, et quand tu achètes, tu gagnes pratiquement à tous les coups. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà investi vendredi lors de la première baisse et que j'ai racheté ce matin avec la baisse, que ce soit au CAC 40 ou dans les SICAV asiatiques. Voilà. Vous avez investi dès ce matin? J'ai vidé une partie de mon livret A, oui, parce que de toute façon, pour du 1%, je pense qu'on peut faire mieux en bourse. Oui, ça vous a pas tort, mais en même temps, j'admire votre témérité, Jocelyne. Oui, pas de souci. Vous savez, à la retraite, on a beaucoup de temps déjà, et puis il faut un petit peu gérer sa pension, qui ne augmente pas, elle. D'accord. Et puis voilà, donc on gère. Bon, il faut un peu de temps et un peu d'argent. Voilà. Oui, un peu d'argent, un peu de connaissances, lire beaucoup, voilà, il n'y a pas de souci. Puis écoutez beaucoup vos conseils, voilà. Alors, restez avec nous, Jocelyne. Emmanuel, tout de même, on dit que peut-être l'économie chinoise qui déprime fera déprimer d'autres économies dans le monde, les émergents, les États-Unis, l'Europe en chaîne. On est quand même
Est-ce qu'on peut dire qu'on est au début de quelque chose qui ressemble à une grosse crise? Alors, peut-être pas, puisque ce qui était certain, c'est que l'économie chinoise, à un moment, allait ralentir. Quand on parle de ralentissement, même si, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas tout à fait sûr des chiffres chinois, on est quand même aux alentours d'un petit 7% de croissance. Vu d'ici, ce serait juste gigantesque. On sait que les Chinois ont besoin d'énormément de croissance pour réussir à donner envie à leur classe moyenne, qui est toujours plus importante, de consommer. Et c'est ce virage qui est capital. Il faut que la Chine arrive à faire consommer sa classe moyenne et ne dépende plus de ses exportations. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un véritable ralentissement en Chine, qui, comme vous l'avez dit, Jean-Michel, aura inévitablement un impact quelque part sur les autres pays. De là à dire qu'on est au début d'une très grande crise, il ne faut peut-être pas exagérer pour le moment. En tout cas, on n'a pas d'éléments qui permettent de penser qu'il va y avoir une très forte baisse. Après, ce que l'on vit en ce moment, il faut voir qu'on est en période estivale, que ça s'accélère souvent sur les périodes estivales et que l'on avait connu, y compris sur le CAC 40, des semaines de très très forte hausse. Donc il peut y avoir aussi une sorte de, comme on dit dans le jargon, de prise de bénéfices en ce moment qui accélère tout ça. Mais comme je vous disais également tout à l'heure, il y a malgré tout une véritable inquiétude parce qu'on ne voit pas la Chine réussir pour le moment à juguler les inquiétudes. Mais plus que le début d'une grosse crise, je préfère parler pour le moment d'inquiétude généralisée. C'est noté, inquiétude généralisée. Merci Emmanuel pour ces explications. Merci Jocelyne d'avoir appelé l'antenne d'Europe 1. Nous étions très heureux de vous accueillir dans Europe Midi. Oui. Europe 1, il est 13h25. Jean-Michel Apathy. Et puis dans l'actualité, nous en avons également parlé dans le journal tout à l'heure, il y a cette crise agricole. Les responsables politiques et les responsables syndicaux cherchent une solution. Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez de Loire-Atlantique. Vous êtes exactement à Fers, à Fercé. Je ne sais pas s'il y a un accent. Fercé, oui. Fercé, voilà, donc il y a un accent. Nord de la Loire-Atlantique. Vous pratiquez quoi, vous, comme type d'agriculture? Alors, je suis un jeune installé depuis le 1er avril et je produis du lait et du porc en GAEC avec mon père et ma compagne. D'accord, donc beaucoup de problèmes pour vous, j'imagine. Durant cet été, on a beaucoup parlé justement des éleveurs de porc et des producteurs de lait aussi qui produisent plus cher qu'ils n'arrivent à vendre leur production. Alors, des problèmes, oui, effectivement, on préférerait tous avoir un prix du lait élevé, mais je ne peux pas vraiment dire que je suis dans une situation économique véritablement problématique. C'est des petites difficultés liées au prix, mais pas de drame, parce que sur l'exploitation, on a refusé de participer à la course à l'agrandissement qu'est en train de nous sommer de faire Monsieur Belin et toute sa clique. On a fait le choix de davantage maîtriser les charges. Toute sa clique, c'est pas gentil, hein? Non, mais je dis les choses telles que je le pense. D'accord, bon. On fait le choix de maîtriser les charges, de se positionner sur des marchés sans doute un peu plus porteurs. Et aujourd'hui, l'avenir qu'est en train de nous dessiner Monsieur Belin, c'est plutôt une course à l'agrandissement, une course à l'industrialisation, telle que l'a connue la production porcine. Et on en voit aujourd'hui les résultats. Vous avez dû essayer de vendre des porcs dans la période qui vient de passer. Vous avez eu beaucoup de problèmes? Pour dire les choses clairement, aujourd'hui sur le porc, on ne gagne absolument rien. On travaille... Vous perdez peut-être même de l'argent. Vous travaillez à perte peut-être. On est à peine à l'équilibre, oui. On dit 1,40 € le kilo, c'est un prix qui vous paraît vraiment le plancher? C'est dérisoire à côté du prix de l'aliment qu'il peut y avoir en face. Aujourd'hui, à 1,40 €, on évite de creuser les trous. Mais pour rémunérer un producteur, il faudrait un marché du porc bien au-delà d'1,50 €. Et face à toutes ces difficultés, vous dites j'arrive à m'en sortir. Alors je m'en sors parce que sur le lait aujourd'hui, j'ai refusé de m'agrandir, tel que, sans le dire clairement, Monsieur Belin, les laiteries, un certain nombre d'opérateurs des filières nous font sous-entendre qu'on s'en sortira mieux en s'agrandissant, mais il va falloir à un moment dire les choses clairement. Les exploitations qui s'en sortent le plus mal aujourd'hui sont celles qui, dans les dernières années, se sont regroupées, se sont fortement agrandies et qui aujourd'hui font face à un surendettement très important. Je veux dire, tout le monde souffre. Le prix du lait est un peu trop faible. Mais sur ces exploitations-là, on est au-delà de la souffrance là. On est face à des grosses difficultés et on se prépare effectivement à des gros dépôts de bilan. L'endettement est un véritable problème évidemment dans le monde agricole. Tout à fait. Et ce que propose Xavier Belin aujourd'hui à M. Hollande, c'est un plan d'aide à l'investissement, donc un moyen d'inciter les éleveurs à investir davantage. Merci Antoine d'avoir apporté votre témoignage dans Europe Midi. Europe Midi qui vous offre la possibilité de vous exprimer tous les jours à partir de 13h10.